Les impatientes, chapitre 4. Moi, je suis différente. Je l'ai toujours été. Pour ma mère, c'est comme si j'étais une extraterrestre. Quand mes sœurs tombaient en pamoison devant les beaux pains multicolores que l'employé principal de notre père apportait chaque année pour la fête de fin du Ramadan et se disputaient afin de s'arracher la couleur qui leur irait le mieux, j'arrivais bonne derrière, prenais le pain dont généralement personne ne voulait et m'en allais d'un air ennuyé, me replongeant dans mes livres. Quand mes sœurs abandonnaient leurs études le plus tôt possible, sans chercher à désobéir à mon père et quand elles acceptaient d'épouser l'homme que lui ou l'un de mes oncles avait choisi pour elles, car elles s'intéressaient davantage aux aspects matériels du mariage, les cadeaux ou le design de leur futur intérieur, je m'obstinais à aller au collège. Et j'expliquais aux femmes de la famille mon ambition de devenir pharmacienne, ce qui les faisait rire aux éclats. Elles me traitaient de folle et vantaient les vertus du mariage et de la vie de femme au foyer. Quand je renchérissais sur l'épanouissement qu'une femme trouverait dans le plaisir d'avoir un emploi, de conduire sa voiture, de gérer son patrimoine, elles interrompaient brutalement la conversation en me conseillant vivement de redescendre sur terre et de vivre dans la vraie vie. Pour elles, le plus grand bonheur était de se marier à un homme riche qui les mettrait à l'abri du besoin, leur offrirait des pagnes et des bijoux ainsi qu'une maison pleine de bibelots et de domestiques. Une vie d'oisiveté qu'elle passerait entre les quatre murs d'une belle concession. Car un mariage réussi se compte dans le nombre de parures en or qu'on affiche avec ostentation à la moindre opportunité festive. Et une femme heureuse se reconnaît à ses voyages à la Mecque et à Dubaï, à ses nombreux enfants et à sa belle décoration intérieure. Le meilleur époux n'est pas celui qui chérit, mais celui qui protège et qui est généreux. Il est inconcevable que les choses soient autrement. Aux grandes dames de ma mère, c'est elle que seul le mariage convenait à une femme et dans l'indifférence totale de mon père, qui ne savait jamais rien de nos activités, je me révélais très douée. C'était l'un des employés de mon père qui suivait nos études, du moins pour celles et ceux dont les mères avaient été assez vigilantes et ouvertes pour l'exiger. Suivre est un bien grand mot. Il se contentait seulement d'inscrire les tout petits à l'école et d'acheter les fournitures dont nous avions besoin. Que nous passions en classe supérieure ou que nous redoublions l'indifférent complètement. Comme cela était aussi égal à toute la famille. Seule la dernière conquête de mon père s'y intéressait car elle était aussi la seule à avoir pu atteindre le collège. Mes frères et sœurs avaient tous arrêté d'aller en classe à la moindre difficulté, que ce soit une mauvaise note, un redoublement ou un désaccord avec un professeur. Et cela n'avait soulevé aucun commentaire de nos parents. C'était d'ailleurs le lot de tous les jeunes de la ville. Les garçons avaient fini par se retrouver commis dans le magasin de mon père ou celui d'un de mes oncles où ils apprenaient le métier de commerçant sur le tas. Quant aux filles, elles restaient à la maison s'occupant de leur toilette, lisant le Coran et attendant patiemment que notre père leur propose un époux. Les plus chanceuses, c'est-à-dire les plus jolies, qui avaient donc le plus de prétendants, pouvaient choisir à condition que les lieux correspondent aux normes de bas à bas, évidemment. Moi, j'ai 17 ans et je suis en terminale scientifique d'enseignement général. Pour l'instant, je suis la plus instruite de mes sœurs. Seul mon frère Amadou, étudiant à l'université, est assidu dans ses études et refuse obstinément de s'engager dans le commerce parental. Mon père, en désespoir de cause, se dit qu'il en fera un érudit ou même un fonctionnaire et que ce sera bien d'en avoir un dans la famille. Dans tous les collèges et les lycées de la ville, on porte un uniforme, mais comme tous les musulmans, je mets par-dessus ma tenue de classe au cas où je croise un homme de la famille sur le chemin de l'école, un pagne et je couvre ma tête d'un foulard que je range dans mon sac en entrant dans le collège. Depuis le CM2, j'ai vu toutes mes amies et mes camarades de classe se marier les unes après les autres. Au cours préparatoire, nous étions une cinquantaine, à présent nous ne sommes plus que 10. Mais pour moi comme pour les autres, c'est juste une question de temps. Depuis mes 13 ans, une foule de prétendants me fait la cour. Je réponds aux normes de beauté chez nous. Teint clair, presque blafard, cheveux soigneux et longs, très fins.
Invariablement, quand l'un d'eux m'aborde, je lui demande d'attendre. Toujours la même réponse comme une litanie. Oui, je veux bien t'épouser, mais pas pour tout de suite. Comprends que je vais encore au collège, peut-être dans 2 ou 3 ans. La coutume interdit aux filles de conduire un prétendant. Même si l'on n'est pas intéressé, on doit même éviter de froisser un homme. Invariablement, il réplique, 2 ans. Mais tu seras vieille fille, ma jolie. À quoi te servirait d'avoir le bac? Une fille doit avant tout se marier. Je suis trop pressée pour attendre 2 ans. Tu n'y penses pas sérieusement. Alors, je peux voir ton père et demander ta main? Je te prie de me laisser un peu de temps pour réfléchir. Ah, tu dis ça parce que tu ne m'aimes pas. J'ai envie de crier, mais comment veux-tu que je t'aime? Je ne te connais même pas et je ne veux même pas te connaître. Mais une fille bien éduquée qui maîtrise sur le bout des doigts son pulacus, je baisse timidement les yeux et réponds. Mais si, bien sûr que je t'aime, mais je veux quand même attendre un peu. Tout cela met invariablement ma mère hors d'elle. Tu es folle ou quoi, Ramla? Tu es malade? Si c'est ça qu'on t'apprend à l'école, eh bien, tu n'iras plus. Qu'est-ce qu'il a encore celui-là? Pourquoi tu le refuses? Quelle honte, quelle malédiction. On t'a jeté un sort, ma parole. Quel malheur. Voilà ta petite sœur hindoue qui va se marier avant toi. Quelle honte. Mon Dieu. Tu n'as pas pitié de ta pauvre mère. Tu veux juste que ta marâtre, la mère de Hindou, me nague encore plus. Un homme si jeune et si aisé. Tu exagères. Que cherches-tu exactement? Tu as refusé les jeunes et les moins jeunes, les riches comme les fonctionnaires, et même les monogames. Je devrais dire à ton père de s'occuper de ton cas. D'ailleurs, continue comme ça et tu n'auras même plus le loisir de choisir ton époux. Ton père ou un de tes oncles s'en chargera volontiers. Cela peut continuer longtemps. Ma mère n'en finit plus de se lamenter, de désespérer de me faire entendre raison. Elle prend à témoin mes frères aînés, mes sœurs mariées. Elle se plaint à mes tantes et tout ce beau monde s'acharne pendant des jours et des jours pour me faire entendre raison. Le nouveau venu a toujours toutes les vertus. C'est le meilleur choix pour moi. Mais un jour, à la surprise générale, je n'ai pas refusé. Il s'appelait Aminou. C'était le meilleur ami de mon frère Amadou. Il venait souvent à la maison et nous avions sympathisé. Il était le seul garçon à qui j'adressais la parole sans subir les représailles de mes frères qui s'étaient autoproclamés nos surveillants. Il étudiait la télécommunication en Tunisie et espérait devenir ingénieur. Quand son père avait demandé ma main, mon père n'avait trouvé aucune raison de dire non. Ma mère était aux anges. Je n'avais opposé aucune résistance, enfin. Et pour moi, c'était un doux rêve. Bientôt, lui et moi, nous allions nous marier bientôt, dans quelques années, à l'université de Tunis. Lui deviendrait ingénieur et moi, pharmacienne. Nous serions heureux, loin de tout, loin d'ici. Ainsi s'achève notre chapitre. Je vous dis à très bientôt avec le chapitre suivant. Bye!